Philippe Brun, donc vous êtes député du Parti socialiste, et Anthony Cortès, donc journaliste politique à l'Humanité. Alors Philippe, Philippe Brun, on vous... Philippe, ça oui, ou Philippe. Je disais en lancement de l'émission que, de manière un petit peu taquine, je dois vous l'avouer, que personne ne vous connaissait, ce qui est évidemment... sauf dans l'heure. Voilà, sauf dans l'heure, exactement. Là, vous êtes député. Mais en même temps, quand on a su qu'on allait vous recevoir, on s'est mis évidemment tous à creuser un petit peu sur tout votre parcours. Je vais vous redonner là évidemment plein d'éléments sur celui-ci, mais moi j'avoue que j'ai été assez intéressée, interpellée. J'avoue que j'ai pas tout compris à votre parcours, donc ça va être l'occasion d'en parler. Mais donc vous avez 33 ans, vous êtes originaire de l'Eure, vous êtes plutôt issu de la classe moyenne, vous adhérez au PS à 17 ans, donc assez jeune, en 2009. Avant de le quitter 6 ans plus tard, je vous cite, dégoûté de Valls et de Hollande. Vous y reviendrez en 2022 pour cette fois-ci faire la campagne présidentielle de Montebourg et puis ensuite d'Hidalgo. Vous participez au mouvement des Gilets jaunes en 2018. Vous êtes diplômé d'HEC et de l'ENA. Vous êtes élu pour la première fois en 2020 conseiller municipal d'opposition à Louviers, avec un maire MoDem que vous avez en face de vous. Vous êtes élu député en 2022 face au RN, puis réélu suite à la dissolution en 2024, et vous faites partie des rares élus qui ont réussi à gagner donc dans l'Eure face au Front National. Même, ouais. Le seul, oui, effectivement, député de l'Eure. Vous créez en 2021 l'école de l'engagement afin de favoriser la représentation des ouvriers et employés en politique, et vous lancez en 2024 votre propre mouvement, la Ligne populaire, afin de peser sur le futur congrès du Parti socialiste qui aura donc lieu en juin. Vous avez refusé à 2 reprises de rentrer dans le gouvernement. Tout le monde ne peut pas en dire autant à 33 ans, pardon. J'aimerais bien avoir 23 ans. Et vous êtes donc vice-président de la commission des finances. Vous êtes un potentiel candidat au congrès de juin 2025 et l'un des négociateurs de la censure. Voilà, c'est extrêmement chargé comme parcours. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de revenir sur un certain nombre d'éléments que j'ai pu évoquer, on avait bien sûr envie de vous faire réagir à l'actualité d'abord. Et avec ce qui se passe à Bétharram, donc cet établissement catholique privé situé dans les Pyrénées-Atlantiques, qui aurait été le lieu de sévices sexuels de la part de prêtres et d'encadrants laïcs. En 2024, plus d'une centaine de personnes ont déjà porté plainte, et je crois que demain, il va y avoir une quarantaine de plaintes supplémentaires pour des violences physiques qui ont commencé dans les années 50. Le 5 février dernier, Mediapart a révélé dans un article que François Bayrou, le Premier ministre, aurait été informé dès 1996 des violences physiques commises sur des élèves alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Il affirme évidemment le contraire. Ma question est simple, est-ce qu'il doit démissionner ? En tout cas, nous pensons que s'il a menti devant la représentation nationale, alors il doit démissionner. Mais les éléments qui ont tendance à nous arriver tendent à prouver qu'il a menti. Donc la conséquence logique voudrait ou qu'il s'explique sur ses mensonges ou qu'il en tire les conséquences et présente sa démission. Cette affaire, personne ne l'a vu arriver. Et en vérité, moi-même, je ne connaissais pas Bétharram, vous non plus, et nous avons été saisis d'effroi en lisant les témoignages. On connaît des témoignages de la sorte qui datent des années 50, 60, 70. Nos parents, qui pour certains d'entre nous étaient en pensionnat, moi je viens de la ruralité, les agriculteurs, les commerçants, on envoyait les enfants en pensionnat et nos parents, nos grands-parents nous racontent des sévices corporels de la sorte et sexuels aussi, qui étaient monnaie courante. De le voir ces sévices se perpétuer dans les années 90, qui sont contemporaines, parce que je suis né en 91, et évidemment particulièrement choquant et d'autant plus troublant. qu'il est au courant. Alors, on a l'impression qu'il est effectivement au courant, qu'il n'a rien fait effectivement pour mettre fin à ces agissements, et de manière, je crois, plus grave, lorsque l'affaire est sortie, il aurait pu tout à fait à la fois reconnaître qu'il était au courant, dire ce qui a été à l'époque son action, et puis se mettre du côté des victimes. Et on a assisté plutôt à une communication totalement baroque, le refus de reconnaître qu'il avait la moindre connaissance de ce sujet, alors que tout tente à démontrer qu'il avait une connaissance parfaite et même particulièrement approfondie. Il a été de mensonge en mensonge. Et qu'est-ce que cela cache à la fin ? C'est la loi du silence, celle qui malheureusement s'est portée comme une chape de plomb pendant des années sur les générations qui nous ont précédés. Et je reparle encore de ces témoignages de nos parents, grands-parents, mais on en a dans toutes les familles, mais qui malheureusement s'est perpétuée dans une période extrêmement récente.
attendre. Donc aujourd'hui, je crois qu'il doit s'expliquer. Je crois que toute cette affaire est très mal partie. Et ça va. Il y a la suspension cette semaine à l'Assemblée. Nous n'avons pas de séance de questions au gouvernement, mais il y en aura une dès la semaine prochaine. Et vous ne manquerez pas de. Je crois qu'ils ne manqueront pas de demander des explications et penser s'en sortir en quelques semaines. Demander des explications ou la démission? Moi, en tout cas, le Parti socialiste n'a pas dit qu'il demandait la démission. Donc je ne veux pas ici porter une parole qui ne serait pas celle du groupe. En tout cas, moi, je pense que quand on ment à la représentation nationale, on doit démissionner. Parce que s'il y a bien un lieu dans lequel il y a un devoir de vérité, les questions au gouvernement, le gouvernement rend compte de son action devant l'Assemblée nationale. Lorsque Jérôme Cahuzac avait menti les yeux dans les yeux à la représentation nationale, à l'époque, François Hollande, Jean-Marc Ayrault avaient tiré les conséquences en le démissionnant de son poste. Et donc on ne peut pas accepter dans une démocratie mature que le Premier ministre, qui est des clés de voûte tout de même du gouvernement et des institutions, puisse de la sorte dire de manière éhontée des choses qui sont fausses et contraires à la vérité, et dire je n'avais aucune connaissance alors qu'il en avait connaissance, dire ensuite qu'il en avait eu connaissance mais qu'il a fait ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher. Donc tout ça est particulièrement mal parti et je crois qu'il en a tiré les conséquences, oui. Et à propos d'actualité, toujours, évidemment, il y a cette question de la censure qu'on ne peut pas vous poser, et surtout sur laquelle on a envie de vous entendre. Pourquoi voter en décembre la censure à Barnier et pas à Bayrou sur le budget 2 mois plus tard? Écoutez, on a voté donc la censure en décembre. Pourquoi? Parce que ce budget ne nous convenait pas, et puis parce qu'il n'y avait eu aucune discussion, aucun accord, aucune forme de délibération sur ce budget et qui était présenté. Je me permets d'ici rappeler ce qu'il contenait. On a tendance à l'oublier. Il contenait par exemple le déremboursement des médicaments, une franchise sur les consultations médicales, la désindexation des retraites. On pense aux retraités aisés, mais enfin pensons à ceux qui sont notamment chez moi dans l'Eure, qui sont la mutualité sociale agricole et qui touchent 900 € par mois, et qui ont fait face à l'explosion des prix alimentaires, plus 17% en 2023, plus 19% en 2022. Donc tout cela s'accumule. Il y avait bien sûr un plan d'austérité pour les collectivités locales de plus de 5 milliards. Il y avait bien sûr la hausse de la taxe sur l'électricité qui est inacceptable, qu'elle a augmenté de 20% pour l'électricité au mois de février. Bon, donc il y avait tout cela. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités et nous n'avions aucun regret parce que le gouvernement négociait avec l'extrême droite son maintien, ce que nous ne pouvions pas accepter. Et donc nous avons censuré. Et en censurant, effectivement, on prend une décision forte qui est de dire que nous demandons un gouvernement de gauche qui négocie avec les autres composantes un accord pour faire passer un budget. Bon, ce qui n'est pas arrivé. Ce qui n'est pas arrivé. On a eu un gouvernement macroniste dans la plus pure continuité de ce qui se fait depuis maintenant 8 ans, bientôt 8 ans. Et donc la question s'est posée sur le budget. Nous avons dit, écoutez, nous, on est prêts à aller discuter, négocier sur le budget pour essayer de trouver des concessions réciproques. Et il y a plusieurs manières de faire. Soit nous votons le budget parce que finalement, ils font droit à l'ensemble de nos demandes. On a un budget de gauche. Soit on s'abstient sur le budget, soit on s'abstient de censurer sur le budget, soit on censure. Bon, il y a toutes ces... Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Moi, j'ai obtenu sur le projet de loi de finances, au nom des socialistes, 8 milliards d'euros de plus. Jérôme Guedj en a obtenu 7 milliards. Et il y a un certain nombre de gens dans la presse de droite qui disent qu'en divisant par le nombre de députés socialistes qui n'ont pas censuré, c'est finalement cher par tête de député. On a obtenu la fin de la déremboursement des médicaments, la fin des franchises médicales, 2 milliards de plus pour les hôpitaux, 18 000 postes de soignants préservés et créés. On a obtenu 4 000 postes. Les 4 000 postes qui étaient supprimés de l'éducation nationale, ils vont finalement être créés. On a obtenu 300 millions d'euros de plus pour le fonds vert pour les collectivités locales. Je pourrais vous faire toute la liste, parce que j'ai toute la liste en tête. Mais alors, du coup, justement, oui. sur tout ce que vous avez gagné, oui. parce qu'évidemment, oui. tout le monde n'a pas les mêmes lectures, donc Anthony Cortès, qui est journaliste politique à l'Humanité, va vous questionner. Alors, avant de finir sur ça, oui. Donc, maintenant, on a obtenu des choses. Est-ce que c'est ce qu'on aurait souhaité voir dans le budget? Évidemment que non. Est-ce que c'est un bon budget? La réponse est non. Évidemment, on devait faire la balance entre deux choses. L'un, l'adoption de ce budget qui est un mauvais budget, dont nous avons retiré un certain nombre de choses qui ne nous allaient pas. De l'autre, l'absence d'adoption d'un budget. J'aimerais quand même rappeler les conséquences, et après on débattra de tout cela. En France, on ne peut pas se permettre... Je vous propose juste de revenir d'abord, parce qu'on reviendra après sur les conséquences potentiellement, mais je vous propose d'abord déjà sur le fond de ce que vous avez dit.
Parce que vous nous faites un très beau portrait de ce budget. Alors bien sûr, vous dites qu'il n'est pas parfait, mais... Non, mais l'inverse de parfait, c'est un mauvais budget. C'est un mauvais budget, mais vous nous faites la liste de ce que vous avez obtenu. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas réussi à faire flancher. Par exemple, on voit que ce budget-là, c'est en particulier les plus fragiles qui vont trinquer. Je vais vous citer des exemples, parce que vous faites toute une liste, donc je vais aller moi aussi de ma petite liste. Mais par exemple, réduction de 10% des indemnités des arrêts maladie pour les fonctionnaires, 111 milliards... Les 3 jours de carence qu'on les a supprimés. Bien sûr, mais ça reste 111 milliards en moins pour l'aide médicale d'État. Et je pourrais aussi vous citer des coups de rabot sur le dispositif des emplois aidés, des emplois francs, qui bénéficient en particulier aux classes populaires qui, paraît-il, vous sont chères. Donc moi, j'ai envie de vous poser une question, parce que vous parlez, vous dites à tout bout de champ qu'il faut être responsable. Est-ce que vous assumez la responsabilité, voire même la coparentalité de ce budget qui fragilise particulièrement les plus fragiles? C'est l'inverse d'une coparentalité. La question, c'était de savoir, est-ce qu'on censure ou est-ce qu'on laisse passer ce budget? Je rappelle la conséquence de la censure. La conséquence de la censure, je rappelle qu'aujourd'hui en France, on ne peut pas avoir le système qu'on a en Espagne ou qu'on a aux États-Unis, où on arrive à prolonger le budget de l'année d'avant. D'ailleurs, c'est Éric Coquerel qui a répondu cette fausse nouvelle. La loi spéciale gèle les crédits à hauteur de 75%. Non, c'est absolument faux. La loi spéciale prolonge le budget 2024. En revanche, on est sur une chaîne... Je me permets juste d'ajouter, et puis après je ne vous couperai pas pour la réponse, mais le gel des crédits à 75% vient d'une circulaire du 30 décembre qui vient du gouvernement. D'accord. Pour créer l'effet de panique, vous le savez très bien. Elle est prise en application de quel texte, monsieur, cette circulaire? De la loi spéciale, bien sûr. Non, de la loi organique relative aux lois mais vous savez très bien que c'est une manœuvre du gouvernement. Mais écoutez, j'ai demandé l'abrogation de cette circulaire, donc je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vous explique la réalité. Si nous ne censurions ce budget, qu'est-ce qui se serait passé? 75% des crédits gelés, parce que la jurisprudence sur les services votés dit qu'on ne peut avoir que le fonctionnement minimal des institutions qui soit garanti. Aucun recrutement possible, aucune subvention possible, aucun investissement possible. Tout a été gelé, tout a été bloqué. L'économie qui est à l'arrêt. Je rappelle quand même qu'il y a l'augmentation de 40% du nombre de plans sociaux dans notre pays au mois de janvier. L'augmentation de 30% du nombre d'inscrits à France Travail au mois de janvier. Et donc, une pagaille généralisée. Les entreprises qui nous disent, mais en fait, dépêchez-vous de trouver un accord même minimal pour que nous, on puisse voir venir. Par exemple, moi, j'ai un poseur de fenêtres dans ma circonscription, qui n'est pas un riche, qui est un monsieur qui est auto-entrepreneur. Il était dans une catastrophe parce que les gens ne savaient pas quel est le montant de prime rénov auquel ils allaient pouvoir avoir droit, parce que la loi spéciale leur empêchait d'avoir ce montant de prime rénov. Mais est-ce que c'est pas une manière... je vous explique tout ça. Donc, à la fin, il fallait que la France se dote d'un budget. Et évidemment, c'est terriblement difficile. En fait, moi, j'aurais préféré censurer. J'aurais été le mec de gauche formidable. C'est 10 fois plus facile, si vous voulez, pour parler sur un plateau télé de l'humanité. Ça aurait été extraordinaire. Pas sur tous les autres plateaux télé. Nous n'y avons rien. Sur tous les autres plateaux télé, vous êtes bienvenus si vous faites. Non, mais nous n'avons rien gagné à titre personnel. Je veux dire, ça, c'est que Mélenchon qui dit c'est un plat de lentilles. Je veux dire, mais quel plat de lentilles? À part nous faire attaquer par LFI. Il n'y a aucun plat de lentilles. Je ne suis pas ministre, je n'ai pas de voiture avec chauffeur. Au-delà de LFI, on a essayé, c'est vraiment... on a essayé... de prôner la responsabilité à tout prix, ce n'est pas une manière de se défausser, tout simplement. Mais ce n'est pas à tout prix. C'est la réalité. Regardez les sondages, parce qu'on parle des classes populaires, on parle des ouvriers et des employés. 60% des ouvriers et employés étaient d'accord avec le fait qu'on fasse un accord sur le budget. Il y a aujourd'hui un syndicaliste. J'ai été convaincu de ça quand j'ai un syndicaliste CGT chez moi, d'une usine qui est en train de fermer, qui m'a dit « Trouvez un accord sur le budget ». Parce qu'il y a assez de misère comme ça. Est-ce qu'ils vous ont dit trouver un accord sur n'importe quel budget? Non. C'est ça la question. Non, mais écoutez, on a enlevé l'essentiel de ce qui allait taper les gens vraiment très fortement. Alors évidemment, il y a plein de choses qui ne nous vont pas. Mais y a-t-il une majorité pour un budget NFP à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas non plus de majorité. Donc évidemment que c'est difficile et que la période est tragique et que face à l'effondrement politique qu'on est en train de vivre, on est obligé de prendre des décisions qui sont terriblement difficiles. Enfin, de se retrouver en tant que député d'opposition, avoir le choix entre soit enfoncer l'économie du pays et supprimer des emplois et amener des plans sociaux nouveaux, soit sauver François Bayrou. Enfin, vous imaginez, le dilemme est terrible. Et d'ailleurs, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens très bien qui ont eu la même position que nous. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, il a dit que s'il avait été député, il n'aurait pas voté la censure. Delphine Batho, je ne crois pas que ce soit quelqu'un de droite, elle a décidé de ne pas voter la censure. Yannick Monet, qui est député communiste, il a décidé aussi de ne pas voter la censure. Député calédonien, néo-calédonien, Djibaou, qui a décidé de ne pas voter la censure non plus. Donc tout ça, c'est la touche finalement à la tragédie qu'on est en train de vivre. La dissolution du 7 juillet, le président de la République qui décide de ne pas appeler la gauche à Matignon, et nous qui sommes forcés, et c'est vrai que c'est difficile, d'être responsables à la place du président, responsables à la place du Premier ministre. Je crois que ça a été terriblement difficile. Je crois que les Français aujourd'hui
sont plutôt heureux qu'on l'ait fait. Et moi, je vois des cafés chez moi qui me disent les gens venaient plus consommer, ils avaient peur, maintenant ils reviennent consommer. Maintenant, la suite, il faut absolument obtenir un bien meilleur budget pour 2026. Et ça commence dès maintenant, les discussions d'ailleurs avec le gouvernement. Mais j'entends vos arguments. Et si vous continuez à dérouler, parce que ces arguments commencent par se répéter au bout de quelques semaines, vous allez nous dire aussi que sans budget, 18 millions de Français auraient payé l'impôt sur... auraient eu des hausses d'impôts. Vous l'avez dit dans votre tribune au Monde. Sauf qu'il y a une personne qui n'est pas vraiment un gauchiste, qui s'appelle Charles de Courson, qui explique qu'il y aurait eu un chemin alternatif en cas de censure et donc de prolongement du budget 2024 par la loi spéciale. Il y aurait pu avoir une loi, alors désolé c'est un petit peu technique mais je vais essayer de faire court et pédago, mais il y aurait pu avoir une loi qui portait diverses dispositions d'ordre financier pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, et donc il n'y aurait pas eu tout ce que vous annoncez là. Moi c'est ça que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas avoir pris ce chemin avec vos alliés de gauche pour aller vers un budget juste plutôt que vers juste un budget. Moi, on a déposé une proposition de loi qui est identique à celle dont vous parlez, mais ça ne suffisait pas pour régler le problème du gel des 75% des crédits et du gel des recrutements qu'on ne pouvait pas débloquer par la loi. À partir du moment où la loi organique relative aux lois de finances interdit de faire autre chose que des services votés, le gouvernement décide que les services votés, c'est 75% et qu'il n'y a pas de recrutement, ni de subvention, ni d'investissement, on ne pouvait pas l'imposer par la loi. Donc oui, on pouvait désindexer les pensions sans problème, on pouvait le faire par une loi, J'ai écrit cette proposition de loi. On pouvait aussi, faire les aides aux agriculteurs. On aurait pu le faire. On aurait pu aussi régler l'histoire de l'impôt sur le revenu. Mais je l'ai dit 10 fois. Mais il y a un certain nombre d'autres choses qui n'étaient pas possibles. Et quand je vous dis, on en rentre dans la technique ensemble. Mais quand on a la connaissance de cette technique, c'est un choix terriblement difficile à faire. Je le répète, et c'est pour ça que, contrairement à ce qui a été dit par les journalistes politiques un peu paresseux, ça ne trace pas une ligne pour l'avenir. Ça ne trace pas une ligne. Mais du coup, justement, sur la ligne d'après, parce que au-delà de la censure, est-ce que de ne pas la voter là, ça veut dire définitivement en finir avec le nouveau Front populaire ou pas? Est-ce que c'est rompre avec le NFP? Moi d'abord, je pense que ce qui nous aurait aidé dans ces négociations, et pour avoir été aux premières loges, c'est que le reste de la gauche vienne avec nous. Les écologistes l'ont fait, les communistes l'ont fait. Moi, ce que je regrette, c'est que la France insoumise ait refusé tout débat. Et par exemple, vous pourriez reprendre l'étiquette NFP après justement ce qui s'est passé avec la France. L'étiquette, elle dépend finalement de ce qu'on dit dans le programme, de ce qu'on défend. Et moi, je veux dire, il y a un certain nombre de déclarations malheureuses qui nous ont beaucoup choqués, celle de Jean-Luc Mélenchon, de sujets sur lesquels il y a objectivement un désaccord, et puis il y a des accords stratégiques, parce que la vérité, c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon voulait à tout prix multiplier les censures, c'est pour pouvoir se présenter rapidement à l'élection présidentielle, parce qu'il a peur qu'en 2027, il soit plus tout à fait en état d'y aller. C'est ça la réalité. C'est quoi vos désaccords de fond avec LFI ? Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il y a un problème déjà de posture par rapport à la crise qu'on est en train de vivre. Et donc moi, je n'ai pas la même gravité, si vous voulez, que quelqu'un qui est élu dans une circonscription qui vote à 90% à gauche. Moi, je suis élu dans un endroit dans lequel la gauche a totalement perdu les classes populaires. Un endroit dans lequel l'extrême droite a gagné 4 des 5 circonscriptions. Moi, je l'ai gagné à 350 voix à ma circonscription en 2022. Et je suis l'un des seuls en France à avoir amélioré mon score entre 22 et 24. Et moi, je peux vous dire à quel point la gauche aujourd'hui est à côté de ses pompes, parle de manière incompréhensible. Et on est dans un moment où les gens attendent de nous, en vérité, de débrouiller les problèmes qu'on est en train de vivre, de débrouiller cette crise politique infernale où les uns et les autres se renvoient la balle dans un jeu stérile. Ils attendent de nous, effectivement, de trouver des points d'accord. Est-ce que le budget est bon? Non. Est-ce que les gens nous en veulent d'avoir un mauvais budget? Mais là, vous ne répondez pas sur vous répondez sur la posture que vous auriez en désaccord avec la LFI, mais vous ne répondez pas sur le fond de la question posée. Qu'est-ce qui vous oppose finalement à LFI? Parce que c'est beaucoup redit la figure de Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais qu'est-ce qui vous oppose? Moi, je suis historiquement un unitaire. Donc moi, je ne vais pas vous dire que j'ai des oppositions fondamentales qui font qu'il y a des gauches irréconciliables. Je n'y crois pas. Et donc moi j'ai été très unitaire, j'étais même favorable à ce qu'il y ait une liste européenne commune de la France, des PS, PC, Verts et France Insoumise. D'ailleurs on n'aurait peut-être pas été dans cet état-là aux législatives si on avait eu une liste commune de la gauche. Donc je suis historiquement, si vous voulez, un unitaire. Donc je ne crois pas aux gauches irréconciliables. Il y a effectivement des désaccords et finalement c'est l'histoire de la gauche de se frotter sur un certain nombre de sujets. Est-ce que le SMIC on met à 1600 dès demain matin, ou est-ce qu'on le fait dans 6 mois, est-ce qu'on le fait dans un an, ou tout ça sont des sujets paramétriques. Est-ce qu'il y a un sujet de valeur? Je ne le pense pas. Il y a des désaccords sur les questions internationales qui sont très anciennes.
je veux dire, entre le Parti socialiste et la gauche radicale, c'est pas nouveau qu'il y en ait, mais je crois en tout cas qu'il y a un chemin commun qui a été permis jadis et qui doit pouvoir être permis demain. Est-ce que, justement, par rapport à cette relation avec la France insoumise, mais aussi à l'état du NFP aujourd'hui, est-ce que le congrès qui arrive, le congrès du Parti socialiste en juin, va permettre d'éclaircir les choses? Est-ce que c'est ce que vous espérez peut-être de ce congrès-là? Écoutez, moi je pense que le congrès du Parti socialiste, il ne doit pas porter sur la question des alliances. Parce que je pense que la question des alliances, elle est très circonstancielle. Elle dépend beaucoup du type d'élection, de ce qu'on veut faire, du contexte politique. Et que, mais en même temps, vous venez de dire que vous étiez très unitaire. Non, mais je veux dire, dans une élection municipale, si vous voulez, pour X ou Y raison, il y a des gens qui ne s'entendent pas, qui font des listes différentes. Enfin, on ne peut pas régler. La question centrale aujourd'hui, qui est celle des socialistes, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le Parti socialiste. En vérité, là, on discute depuis tout à l'heure de tactique, on discute de position. Il y a eu la position plutôt de faire de la gauche, la position de ne pas censurer le gouvernement. Ne pas censurer le gouvernement, ce n'est pas une ligne politique. Je vous le dis, il n'y a pas de changement d'alliance. Il n'y a pas de Parti socialiste qui, demain matin, passerait de l'alliance avec la gauche à l'alliance avec le centre. Donc ça ne trace pas une ligne pour la suite. Et donc aujourd'hui, l'enjeu du Parti socialiste, c'est de dire ce qu'il est dans la grande union de la gauche. Qu'est-ce qu'il a à défendre? Quelles sont ses grandes opinions sur les grands sujets? Quel est son programme et son programme, les points qu'il veut porter? Et le problème, c'est que c'est un peu flou aujourd'hui, depuis 2017. On sait très bien ce qu'on a fait. Vous allez jouer quel rôle justement par rapport à ça? Vous allez la dessiner, votre ligne ou... Oui, la proposer peut-être? Oui, nous allons avec nos amis déposer une contribution qui va expliquer quel est finalement au sens très idéologique du terme, qu'est-ce qu'on veut faire du Parti socialiste, quel est son message, quels sont les électeurs que nous souhaitons retrouver. Est-ce que ça veut dire que vous êtes candidat à la succession d'Olivier Faure? Écoutez, en fait, les journalistes me posent tous cette question-là, mais ça ne se passe pas comme ça au Parti socialiste. En fait, nous on a un parti très démocratique, donc c'est des textes. D'abord vous déposez une contribution, puis la contribution, il y en a plein d'autres qui en déposent d'autres. On se dit, ah bah tiens, on est d'accord sur ça. Donc après, on signe une motion. Et après, on se dit, bah, il y a un premier signataire de la motion. Oui. Et puis après, si les deux premiers, ceux qui ont eu le plus de scores, les deux premiers, ils ont le droit de se présenter pour être premier secrétaire. Mais la question, c'est est-ce qu'il vous fait envie ce siège de premier secrétaire? Écoutez, je pense que je peux dire des choses pour les socialistes. Je pense que je rassemble un certain nombre de socialistes qui nous suivent aujourd'hui dans la ligne populaire et dans ce que nous essayons de faire. Et à ce stade, si vous voulez, je ne vais pas vous dire que j'ai absolument aucune envie d'incarner la nouvelle direction socialiste. Mais au moment où nous sommes, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un débat d'idées. Et on a cette chance extraordinaire d'avoir des statuts qui nous permettent de mettre d'abord les questions d'idées, de négocier des textes, d'avoir un truc voilà, où vraiment on se pose la question du programme, la question de ce qu'on veut incarner et la question aussi des gens qu'on a envie de présenter aux élections. Justement, sur ce que vous voulez porter et sur ce que vous voulez incarner, évidemment, il y a 2027 qui arrive avec l'élection présidentielle, si elle n'est pas évidemment avant. Vous militez pour une candidature commune à gauche, ou est-ce que, comme François Hollande, vous pensez qu'il y aurait une candidature socialiste et une candidature insoumise? Tout cela, on va le savoir. D'abord, Jean-Luc Mélenchon a l'air de dire qu'il est pour lui impensable qu'il y ait une candidature commune avec les socialistes. Donc, dans ces conditions, je vois mal comment il y aurait une candidature où nous soutiendrions, ou nous soutiendrait lui, une candidature commune avec les socialistes. Je le déplore d'ailleurs, parce que moi, je crois tout de même qu'une candidature unique, ou en tout cas une candidature de plus large rassemblement, permettrait de jouer le match et d'être au deuxième tour. C'est quand même cela que nous cherchons et que nous n'avons pas réussi à obtenir depuis 2012. Maintenant, il faut trouver un chemin. Je crois que ce chemin, le Parti socialiste doit l'incarner. Donc on doit se poser la question de ce que nous voulons faire à l'élection présidentielle et on doit proposer une candidature. Alors après, est-ce qu'il faut faire des primaires avec ceux qui ne sont pas mélenchonistes? Il faut qu'eux-mêmes le souhaitent. Moi, je n'ai pas entendu Marine Tondelier dire aujourd'hui « je veux une primaire avec les socialistes et les communistes sans les insoumis ». Ce n'est pas son option. Est-ce que les communistes ont envie d'une primaire avec les socialistes et les écologistes contre les insoumis? Je ne les ai pas entendus en parler pour l'instant. Je croyais que vous étiez unitaire, parce que là, votre volonté d'unité, elle est en train de s'effriter. Je vous explique que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'en aucun cas, il ne souhaitait d'alliance. Oui, mais vous dans le chat, il y a beaucoup de gens qui trouvent que vous faites de Jean-Luc Mélenchon le centre un petit peu de tout et que c'est là-dessus que vous vous opposez. Mais en fait, là, on vous demande ce que vous, pas ce que Jean-Luc Mélenchon pense, mais ce que vous. Mais dans un monde idéal, si vous voulez, dans un monde idéal, qu'est-ce qui serait passé? Déjà, après la NUPES de 2022, on aurait fait un grand congrès pour créer un grand parti de gauche, dans lequel on aurait démocratiquement tranché nos différences. Ce n'est pas tellement le cas de la France insoumise. De ce grand congrès, on aurait fait ensuite une belle liste aux élections européennes, on serait arrivé devant l'extrême droite. Et la dissolution ne l'aurait pas vécu de la même manière. Et ça aurait permis ensuite, dans ce grand mouvement de la gauche, de construire une candidature pour l'élection présidentielle. Donc tout cela n'a pas eu lieu. On a eu un rétrécissement de la base de LFI,
la purge de tous ceux qui incarnaient l'ouverture avec nous, qui sont aujourd'hui au groupe écologiste et qui sont partis de l'après. Et dans le même temps, il y a la reconstitution, je le crois aujourd'hui, d'un pôle de gauche qui, lui, a envie de continuer à travailler ensemble. Et moi, je regarde tous ceux qui ont dit qu'ils avaient envie de travailler encore avec nous. Si Jean-Luc Mélenchon changeait d'avis et disait, finalement... moi, je pense qu'il faut une candidature commune. Évidemment que les socialistes devront se poser cette question et devront y travailler. Et c'est quand même très loin de ce qui est en train de se produire. Au-delà de la candidature commune de Jean-Luc Mélenchon, là, je vois beaucoup de gens dans le chat, vous avez commencé à parler du programme que vous vouliez, il commençait à y avoir des discussions, c'est un truc que vous vouliez incarner. C'est quoi ce programme? C'est quoi les progrès sociaux du PS aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez incarner? C'est le chat qui demande beaucoup un peu de concret, un peu de mesures concrètes. Alors, je vais vous dire dès maintenant ce qui va être dans la contribution. Bon, je pense qu'il y a d'abord, il y a 3 sujets à adresser. Le premier, c'est la question du langage. Personne ne comprend ce qu'on dit à gauche, et en particulier au Parti socialiste. Personne ne va au travail en mobilité douce, et personne n'a de problème de pouvoir de vivre. Et la gauche, à force de s'éloigner des préoccupations des gens, en vérité, a obtenu une forme de langage précieux qui s'éloigne des problèmes. Il y a la question du langage. Et ensuite, la question du fond, et c'est la question que vous posez. Après, oui, c'est... Pardon ? Ça reste anecdotique, on va Non, dire. non, La question de la mobilité douce, par exemple, c'est... Je reviendrai un petit peu en arrière c'est sur pas le anecdotique, congrès, la question du langage. Les gens comprennent rien de ce qu'on dit. Voilà. Sur quelque chose qui est peut-être un petit peu plus... qui fait que peut-être les gens... Peut-être sur le programme, et après on reviendra vers toi. Voilà, ensuite, donc, le programme. Moi, je pense que quand les gens, on en dit le mot gauche ou dit le mot Parti socialiste, ils entendent un certain nombre de thèmes médiatiques ou de polémiques médiatiques et assez peu de ce qu'on est sur le fond. Moi, je pense qu'il faut redonner d'abord une centralité au sujet social. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une politique de classe. Moi, je crois à la lutte des classes. Et je crois qu'il faut d'abord qu'on ait des choses à dire sur les salaires importantes, sur les services publics aussi. Donc nous avons beaucoup oublié. C'est quoi ces choses à dire justement ? Sur les salaires, il faut demander une grande conférence nationale salariale avec une augmentation des salaires. Il faut faire du pouvoir d'achat une priorité absolue de ce qu'on a à dire aux gens. Et ça, c'est pas assez suffisamment entendu aujourd'hui dans ce qu'on dit. On a tendance à nous associer plutôt à des mécanismes redistributifs, pas tellement à la question du salaire. Je crois que le salaire, c'est essentiel. La deuxième chose, je le crois, c'est de retrouver une vraie ambition s'agissant des services publics que nous avons oubliés quand nous étions au pouvoir entre 2012 et 2017, et que nous avons tendance à acquis le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et là aussi, je crois que c'est un sujet important de refondation intellectuelle et politique. Je l'ai porté quand j'ai fait une loi sur EDF, qui renationalise EDF et rétablit les tarifs réglementés de l'électricité. Je crois qu'il y a un sujet qui est très très important, qui sont tous ces sujet orphelin de la vie politique française, dont on ne parle pas et dont le RL, lui, ne parle pas non plus. Les familles monoparentales. 25% des familles en France sont monoparentales, 40% vivent de seuil de pauvreté, 83% sont des femmes. C'est un sujet orphelin que la gauche doit porter aujourd'hui et qui n'était pas dans nos programmes dans les années 90. Il y a la question du handicap. 18 millions de personnes en France et une politique qui est indigne aujourd'hui dans notre pays. Je crois que c'est un sujet important de refondation et d'expression. Je rappelle que dans le programme du NFP, il y avait 3 lignes et demie sur le handicap. Et c'était extrêmement paresseux et extrêmement décevant à part des familles, des enfants qui sont aujourd'hui porteurs de handicap et des adultes qui vivent dans des conditions très difficiles. Il y a aussi ces sujets orphelins que la désertification médicale. 9 millions de Français qui vivent dans un désert médical. Qu'avons-nous à dire sur ce sujet? Bref, donc des sujets orphelins qui parlent au quotidien des gens, la question centrale qui est la question sociale et salariale, les services publics et enfin porter le projet d'une écologie populaire. On a fait de l'écologie aujourd'hui une écologie classiste. Une écologie qui est discriminante socialement. Moi, j'habite dans l'Eure, à quelques kilomètres de Rouen, où il y a une zone à faible émission, qui est un tract ambulant pour le Rassemblement national. On explique à des gens qui sont ouvriers intérimaires, qui sont aides-soignantes, qui sont caissières, qui doivent changer de véhicule, ils n'ont pas les moyens de le faire, passer de Twingo qu'à 25 ans pour aller travailler et apporter finalement de la richesse à la métropole où vivent les gens qui sont plus aisés. Il y a toute cette refondation idéologique qui doit être faite autour d'un thème central. Nous sommes le parti des ouvriers et des employés. Et je crois que c'est ça c'est ça que je défendrai dans ce congrès. C'est le message que je veux porter. Alors justement, je voulais faire un tout petit retour justement par rapport au Congrès. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous feriez dans le cas où François Hollande soutiendrait votre ligne. Vous parlez de la ligne que vous pourriez porter. Est-ce que pour le coup, ce serait un poids? Qu'est-ce que vous faites de son héritage? Moi, j'ai été très clair sur ces sujets-là depuis très longtemps. Donc, on ne peut pas me soupçonner de hollandisme caché ou de hollandisme... Voilà, moi, j'ai quitté le Parti socialiste quand nous étions en responsabilité en 2015, l'année où il y a eu à la fois la loi El Khomri, qui était en préparation, et surtout la déchéance de nationalité.
Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le quinquennat François Hollande. J'ai écrit des textes. J'ai même très récemment sur Twitch également une autre émission où j'ai dit ce que j'en pensais. Qu'est-ce que vous Le ferez PS si vous soutient du coup? Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il va faire dans ce congrès. On a des divergences sur un certain nombre de sujets. Il est adhérent du parti, donc il va faire un choix entre plusieurs options. En tout cas, aujourd'hui, il est très peu probable qu'il apporte son soutien à la ligne que je porte. Est-ce que vous En fait, à la considérez- fin, pardon, Oui. juste dernière chose, c'est parce qu'en fait, vous parlez justement de ramener les ouvriers, les employés, oui, etc. oui. Mais c'est vrai qu'à la fin de son mandat, il y a eu un véritable sentiment de trahison. Et du coup, effectivement, comment redonner confiance? Parce qu'il y a quand même aussi une responsabilité du Parti socialiste. Il y a une vraie responsabilité du Parti socialiste, mais je remarque que les autres n'ont pas vraiment réussi non plus. C'est-à-dire que... Mais les autres n'étaient pas aux commandes à ce Non, moment-là. bien sûr, mais Vous, il y a eu un moment où vous avez Non, mais eu tous non, les pouvoirs, mais là, et on se souvient tous de l'ennemi, c'est la finance, et derrière, il y a un sentiment de trahison énorme. Comment redonner confiance au Parti socialiste? Je suis d'accord avec vous. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'il faut construire aujourd'hui la suite. Bon, et donc, il y a cette histoire qui n'est pas connue d'ailleurs de tous les Français. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés à l'époque ou qui vivraient avec autre chose. Et aujourd'hui, le devoir de la gauche, c'est mettre en situation de gagner. Alors, on peut se renvoyer nos historiques. Moi, je peux dire que Jean-Luc Mélenchon a soutenu Vladimir Poutine. Enfin, on peut se rappeler ses déclarations passées. Il se trouve qu'effectivement, le seul parti de gauche qui a été au pouvoir, c'est la gauche et les écologistes qui étaient aussi au pouvoir. Bon, il y a un certain nombre de choses qui ont été... Je crois que tout ça, maintenant, il faut le mettre derrière nous. Parce que si on passe notre temps, si vous voulez, à le remettre sur le devant de la scène... C'est quand même au mieux. une des raisons pour lesquelles les classes ouvrières se sont détournées aussi de la gauche. Bien sûr. Et le peuple de gauche, en général. Maintenant, ce qu'il faut, c'est remettre à plat notre discours, remettre à plat notre programme et se présenter rassemblés pour permettre le salut des gens et le salut du pays. Parce que là, on est face à un effondrement qui est tel que passer des heures et des congrès entiers à refaire le bilan de ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans dans notre pays ne me semble pas être la bonne solution pour gagner. Alors, ça va être l'heure du petit. Je ne sais pas si vous avez regardé les précédentes émissions. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'humour. Philippe Brun, on va le vérifier tout de suite. J'espère que vous en avez. Il va vous en falloir beaucoup, pardon, puisque c'est l'heure que le meilleur journaliste de la rédaction, ou bien le pire, à chaque fois on ne sait pas trop où le situer, qui va donc venir nous faire sa carte de presse. Salut PA. Bonjour tout le monde, bonjour. Attendez, je me place sur les petits trucs qu'on m'a mis au pied. Ça me fait très plaisir d'être encore là pour la 4e fois. Bonjour tout le monde, bonjour le chat. Viré, effectivement. Oui, toujours. Bonjour les chats, ça me fait trop plaisir, bonjour les amis. Et bonjour Philippe, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Oh, wow. Oh là là, enfin! Vous êtes le premier. Ouais, à lui vous êtes répondre. Le premier en 4 émissions qui me dit « Et toi ?» Yann Brossard, Non. communiste, hein? Il l'a pas fait. Marine Tondelier, écolo, au gouvernement, on vient d'entendre là. Eh ben, pas fait non plus. Et François Ruffin, pas fait non plus. Bref, merci beaucoup. Et oui, ça va bien. Moi, j'ai pris une petite régule de charge là, de 600 balles. Je l'ai un peu là. Mais ça va passer. On va rester dans le délire. Écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir. Pourquoi t'as la haine contre Mbappé en fait? J'ai pas la haine. C'est le t-shirt La haine Mais pourquoi c'est de Mbappé, Mathieu là Kassovitz. Et c'est Et là, c'est Mbappé. parce que Non, c'est ouais. lui qui a la haine. D'accord, et pourquoi il a la haine? Il a la haine parce que les gens sont pas gentils avec lui. Il n'a pas encore eu le ballon d'or. D'accord. Oui, Ah, et d'accord. après son tir au but contre la Suisse, Ok. les gens l'ont détesté. Alors que c'est un joueur exemplaire que je soutiens de tout mon cœur. Bon, Moi j'ai perturbé ta chronique. j'ai pas de problème, mon texte est dans ma tête. D'accord. Non, écoute, ça me fait très plaisir que tu sois là, parce qu'en vrai, pour être très honnête, on a un peu galéré. Hein, on a appelé Olivier Faure, il était pas là. Oui. On a appelé Boris Vallaud, il était pas là. On a appelé C'est François Hollande. François Hollande, il avait un rassemblement de scooters à Tulle. C'est très bien comme on est avec les scooters, il peut pas louper ça. Il était pas là. Ségolène Royal, pas là non plus. Et François Mitterrand, ça fait 30 ans on l'appelle, il a pas de nouvelles. Peut-être que tu as un numéro à nous communiquer, enfin je sais pas, mais t'es pas là, donc je te remercie, toi, d'avoir fait cet effort et d'être venu. Ça me fait très plaisir. Philippe, merci beaucoup. Jamais trop. Bon, Philippe, t'es gilet jaune, ou en tout cas, t'as été gilet jaune. C'est très bien. Mais le problème, c'est que j'ai vu 0 photo de toi en gilet jaune. Bah, t'en as sur internet. J'ai cherché. Et pourtant, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, j'ai cherché de tout mon cœur, Philippe. Et j'ai pas trouvé. Tu vas sur le site de Arrêt sur Image, Ouais, où Daniel Schneiderman en avait mis une. bah, je suis pas allé aussi loin. Comme quoi, Mais je pense que ce que je te propose, c'est qu'on vérifie Grosse dédicace ensemble Arrêt sur Image. si t'as été gilet jaune. C'est l'heure du quiz. Vas-y. Ouh. Ah, cette production. Ah là là. Top. Que s'est-il passé lors de l'acte 3 des gilets jaunes? Aucune idée, sur les ronds-points. Moi, j'écoutais les gens, j'étais pas. T'as le droit de passer si t'arrives pas. Ils ont cassé un truc à l'Arc de Triomphe. C'est super, Philippe. Un point. Combien y avait-il de manifestants lors de l'acte 22 selon le ministère de l'Intérieur? L'acte 22, c'est 5 000, non? 10 000 10 000. 31 000, t'es loin du compte.
Qui chante Gilet jauné, un. Ah, ça, c'est un rappeur? Ah ouais? Tu veux que je te fasse un peu l'air et tout? C'est quoi? VG Dream? Non. Oh, Allez, bien petite tenté, chance quand même. encore. Bien tenté, VG. Je sais pas, Booba? Il était gilet jaune. C'était Cobb Johnson. Chanteur exemplaire que je t'invite à écouter. Bah, Il y a écoute, un j'ai son. écouté. Combien de revendications avaient les gilets jaunes? Parce que des dizaines et dizaines, d'ailleurs, qu'on n'a toujours pas déterrés, qui sont cachés aujourd'hui dans les archives de la BNF. Il me faut un chiffre précis qu'ils avaient communiqué. C'est un communiqué. 1,2 million. Il y en avait 42. C'est beaucoup plus que 42. C'est quelques collectifs sur les ronds-points. C'est moi qui pose des questions. Ok, excuse-moi. C'est moi qui pose des questions et c'est moi qui ai les réponses. Ouais. C'est dommage. Dernière question, et pas la plus facile. Quel était le montant de la taxe carbone qui a mis le feu aux poudres? Je peux juste te dire qu'à l'époque, l'essence était à 1,60 €, qu'elle est à 1,90 € aujourd'hui et que pourtant, il n'y a toujours pas le retour des gilets jaunes. Pas la réponse. Moi, je sais, mais c'est mon travail de répondre à côté. C'était 44,6 € par tonne de CO2. Est-ce qu'on peut terminer ce quiz? Eh ben, c'était pas mal. T'avais une bonne réponse. Mais bon, comme nous, on est très fair-play et qu'on... Bon, tu connais un petit peu les télécrochets, on aime offrir des petits cadeaux. Moi, je t'ai préparé un petit cadeau. Je sais pas si t'aimes la fête de l'UMA. En tout cas, cette année, tu seras équipé pour y aller. Et tu pourras, évidemment, le mettre sur ta tête pour aller à un concert de VG Dream. Moi, je viens tous les ans à la fête de l'UMA. Je vais chercher mon bon de soutien à la section communiste chez moi à Louviers. Je vais mettre le chapeau, du coup. Ah ouais, super. Écoutez-le, le chat. Allez chercher votre bon de soutien. Voilà, le bon de soutien. Oui, j'ai une trop grosse tête. Bon, le bon de soutien. Et alors, j'ai un problème cette année, parce que le même jour que la fête de l'humanité, on a dû décaler. J'organise dans l'heure la fête populaire. Non. Une sorte de mini fête de l'humanité. Voilà, où il y a des saucisses, des frites, des manèges. Et en fait, les gens viennent écouter des débats et discuter entre eux. Et ça a cartonné. D'ailleurs, il y avait 1500 personnes. Et donc, d'habitude, on le fait un week-end plus tôt. Là, on a un problème. Donc, on est obligé de le faire le même week-end que la fête de l'UMA. Vous voulez nous faire concurrence? Donc, je serai le samedi à la fête populaire, dans l'heure à Léry. Vous pouvez noter. Et le dimanche à la fête de l'UMA. Bon, c'est super. Mais vous venez à la fête de l'UMA. Oui. Bon, on va parler un petit peu du Parti Socialiste aussi. J'espère que tu connais un petit peu mieux. Inch'Allah. Eh bien, figure-toi que moi, je connais super bien. Je connais super bien parce que je connais un gars qui s'appelle Pierre Le Sauce. Pierre Le Sauce, c'est le cousin de Serge Lemiteau. Serge Lemiteau, est-ce que tu vois qui c'est? Personnage de Jonathan Cohen sur Canal+, qui raconte des histoires, etc. Et bien, ce que je te propose, c'est qu'on écoute les histoires de Pierre Le Sauce. Générique, s'il vous plaît, la team. Non mais moi j'ai toujours été de gauche, hein. C'est grave mon truc. Tu vois un peu Robespierre, la Révolution française? Lui, c'est le premier adhérent du Parti Socialiste. À la base, on était deux. Il y avait moi, on a écrit sur la feuille, moi, un autre tiret, Maxou Robespierre. Et il y avait aussi Louis XVI, il voulait venir. C'est ce qu'on lui a dit? C'est mort. Louis XVI, il était comme ça, non, je veux pas mourir. La tête, elle est tombée, on a commencé à faire des trucs comme ça. Oh. Karl Marx. Tu vois qui c'est? La méga barbe et tout. Tu sais qu'en vrai, il en avait même pas. Tu sais que moi, à la base, j'avais écrit le manifeste du Parti Socialiste. Et lui, il a écrit le manifeste du Parti Communiste juste après. Attention les prolétaires, on est en train de faire la lutte des classes. T'es en quelle classe toi? CP, et toi? Lâche ça mon gars, nous on avait les idées avant toi en fait. Les tours du monde comme ça. Nous on a su rester discret aussi. PlayStation, PS1, PS2, Parti Socialiste 1, Parti Socialiste 2. On a fait des petites consoles pour les jeunes qui puissent s'amuser un petit peu. R1, R2, L1, L2, haut, bas, gauche, droite. Jetpack, je pars dans fou. Patrick Sébastien, PS, je crois c'est qui? Je l'ai sorti du ventre de sa maman, il était comme ça, il faisait la taille d'une petite boîte de sardines. Je commençais à le prendre, je lui ai dit, toi tu vas être un chanteur de fou. Pop Smoke, PS, c'est nous, c'est moi, j'ai inventé la drill. Après on a fait ça avec Gazo. Les bonbonnes sont remplies de cocaïne. Bon. François Hollande, depuis tout petit il aime les scooters de toute façon. C'est mon préféré lui. Moi président, mon idée aussi. J'avais vu ça sur des boîtes de beurre. Bernard Cazeneuve, El Khomri, Manuel Valls, Attal, Borne. Les 49.3, c'était nos idées à la base. Bon. Et Mélenchon d'ailleurs, il était au Parti Socialiste aussi, non? Je vois pas du tout qui c'est. Mais 68, tu vois un peu. À la base, moi j'étais sur février. Il y a eu du retard et tout, à l'allumage et tout. Bref, j'avais le record du lancer de pavé. 8,5 mètres. Daniel Cohn-Bendit à côté de moi, il était là, il faisait « Je lance quand même vachement bien !» Attends, mais t'es né en 2001 toi? T'as pas 24 ans? Si. Bon mon jeune, n'oublie pas la gauche, c'est le PS. On lâche rien mon gars. Bah, tu y crois un petit peu à ce qu'il raconte? Mais c'est toi, en fait. Non, c'est Pierre Le Sauce. Quelle perspicacité. Selon moi, hein, tout ce qu'il dit, c'est à peu près crédible. Surtout Robespierre. Non, le premier socialiste, c'est pas Robespierre, c'est Jésus. J'ai entendu tout à l'heure. Selon moi, Robespierre, c'est mieux. D'accord. Bon,
C'est déjà la fin de ma chronique. Enfin, presque la fin, tu m'as pas quitté tout de suite. Arrête de regarder, oh hey, tu veux spoil les petits abonnés. Bon, on a un petit jeu à la fin, c'est le ça ira pas. Est-ce que tu as regardé, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr, j'ai regardé. Bon, je vais quand même expliquer pour les gens qui connaissent pas. T'as pas besoin de m'expliquer. J'explique pour les gens qui connaissent pas, Ok. parce qu'on a souvent des nouveaux et tout. On Les débute. règles changent en plus, je crois. Oui. Bon, je vais montrer des petites photos. Si ça te plaît, tu me dis ça ira, ça veut dire que c'est cool, j'aime bien, etc. Et si ça te plaît pas, tu me dis ça ira pas, ça veut dire que c'est pas cool. Jusque-là, rien de très compliqué. Vous avez le droit d'une petite phrase pour expliquer, mais pas plus. Ok, on commence tout de suite. Philippe Blond. Bah, ça ira. T'as vu, il y a quelque chose. Ouais, c'est pas mal ton truc, hein. T'as un logiciel pour faire ça? Non, c'est tout seul. Ouais. Photoshop, un petit lasso, on détourne un petit Ouais. peu, malin, puis après on joue un petit peu avec les lumières, avec les couleurs, quoi. Philippe Roux. Non mais PA, t'as que ça en fait. On T'aurais avait pu faire la barbe aussi, mais s'il fait ça pour faire comme le mec là de. Petite teinture. Ouais. Bon, Ça porte pas chance en ce moment. vous. C'est je dois Philippe faire Bleu autre- la suite. je dois faire- Ben, j'avais encore le gris et le vert, et j'avais même fait le rouge. Moi, selon moi, le gris, c'est ce qui te va le mieux. Hein. Je suis pressé de te voir à 65 ans, J'aurais mon plus petit de cheveux, Philippe. ouais, mon père a pas de cheveux, donc je pense que ce sera fini. En fait. Donc je profite, j'étale ma chevelure le temps qu'elle est encore présente. sur ma Après, il y tête. a un petit voyage en Turquie qui peut s'organiser. C'est vrai. Moi, personnellement, si jamais ça m'arrive, tu me vois dans le premier avion. Hein. Déjà, t'as 21 ans, t'es tellement jeune. Bon, on va attaquer des trucs un peu plus sérieux. Vas-y, L'alliance Trump-Poutine, ça ira ou ça ira pas? ça ira pas. Ce que tu peux faire aussi, Tu vas c'est... parler après? Ouais, tu ok, vous avez donner une des phrase pour arguments. expliquer, une phrase. D'accord, ok, je connaissais pas toutes les règles. Non, ça ira pas, et c'est un grave danger pour la sécurité collective. Et malheureusement, on est dans une situation politique tellement compliquée en France et en Europe, mais il faut absolument qu'on trouve les instruments de notre défense collective. Pardon, je suis pas très drôle là. Non, mais on n'est pas là que pour être drôle. Que pour déconner. C'est hyper sérieux, ma chronique. Hein. Je suis là pour dire des trucs aussi qui foutent un peu le boucan sur Twitter. La dernière fois, j'ai fait 1,6 million de vues. C'est vrai? Oui, je suis très fort pour faire le buzz. Olivier Faure, réélu au Congrès national du Parti socialiste. Bien, ça ira si les militants en font le choix. Ah, la langue de bois. Ah, la réponse qui va bien. C'est tout ce que tu me donnes, là? Après tout ce que j'ai fait pour le Parti socialiste, la vidéo et tout? Bah, c'est pas mal, non? C'est pas suffisant, Philippe. C'est tout. Bon, bah, les adhérents, à vous. François Hollande, candidat en 2027. Ça ira ou ça ira pas? Je pense pas, non. Écoutez, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué et je pense pas que ce soit son intention, en vérité. Je pense pas qu'il ait envie d'être candidat en 2027, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Ça, ça m'arrange déjà un petit peu plus, là. Tu t'ouvres, c'est cool. Bon, le retour des Gilets jaunes. Ça ira ou ça ira pas? Écoutez, moi je pense que c'est un mouvement dont on n'a pas tiré les leçons, en vérité. C'est un mouvement qui a changé ma vie. J'étais un type qui sortait de l'ENA, qui comprenait pas grand-chose en vérité, qui avait plein de conneries dans la tête, qui s'est arrivé sur les ronds-points pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est un mouvement dont on n'a rien tiré, en vérité. On a vu des gens qui se retrouvaient sur les ronds-points, qui étaient abstentionnistes militants, beaucoup d'électeurs perdus qui votaient à l'extrême droite. Et quand ils se retrouvent ensemble, ils ne parlent pas d'immigration, ils ne parlent pas d'insécurité, ils ne parlent pas de viande halal. Ils parlent de pouvoir d'achat, de nouveaux moyens démocratiques avec le RIC, et de faire en sorte de mieux vivre ensemble. Et tous ces nouveaux sujets, j'en parlais tout à l'heure, les familles monoparentales, les déserts médicaux, tout ça. Donc ça a été extraordinaire, ça a été une forme de subversion démocratique formidable et on n'a rien tiré. Donc bon, des Gilets jaunes, maintenant, notre rôle, c'est de le faire exister dans la politique et qu'il influe aujourd'hui le discours de la gauche pour qu'on puisse gagner la prochaine Tu fois. penses qu'ils vont revenir? Ne reviendrons pas sous cette forme-là. Il y en a encore, hein. Il y a jamais Il y en a 4-5 qui traînent voilà, à Bastille. l'histoire se répète jamais tout à fait, mais en tout cas, il y a beaucoup de désespoir dans le pays, beaucoup de gens qui souffrent, ils vont encore plus souffrir avec la situation économique qui est particulièrement inquiétante. Et ils peuvent évidemment revenir, mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on écoute ce qu'ils ont dit et qu'enfin on prenne la mesure de ce qui a été leur message. C'est super. Eh ben, je te remercie. C'est déjà la fin de ma chronique. T'as aimé? J'ai adoré. Moi, beaucoup. T'as beaucoup. Les amis, je vous invite à me suivre sur Twitch. Je vais faire des petits lives. On va parler de la haine de François Bayrou et évidemment de Kylian Mbappé. Valadista, pour les gens qui m'aiment beaucoup. L'auto-promo, c'était pas dilé, ça. Ouais, c'était pas dans le script. On fait ce qu'on peut. Allez, ciao. Salut, PA. Salut, PA.
Je vais rebondir du coup sur ce que vous venez de dire à l'instant. Enfin, on a parlé un petit peu des Gilets jaunes. Et en fait, dans un article de l'Humanité en 2023, vous avez dit « Avec le déclin relatif du PCF, on a assisté à un déclin de la représentation des classes populaires. Dans les années 1970, il y avait 50 députés ouvriers, tous étaient communistes, les autres partis n'ont pas pris le relais. » Donc vous disiez aussi que vous vouliez organiser le grand remplacement des énarques, mais il faut bien se rendre à l'évidence que les plus connus d'entre vous au PS soit sont énarques, soit viennent de grandes écoles. Oui. Donc justement, quelle est la place dans votre parti des ouvriers, des employés? Pourquoi il n'y a pas de personnalité qui sort et qui est mise en avant? C'est aussi l'enjeu de ce congrès. Dans la contribution que nous avons déposée, on propose la parité populaire, c'est-à-dire de réserver 40% des investitures à des ouvriers et des employés. Ce qu'aucun parti de gauche ne fait. C'est catastrophique aujourd'hui. On est le parti du peuple et on n'envoie personne à l'Assemblée et même dans les grandes collectivités avec aujourd'hui essentiellement des gens qui sont très diplômés, venant de milieux particulièrement aisés. Et c'est inacceptable. On n'accepterait pas une Assemblée qui soit composée exclusivement d'hommes. Il est inacceptable qu'on ait aujourd'hui 80% des députés qui soient cadres alors que 80% des Français ne le sont pas. Alors, c'est pour ça que nous, on a créé une école qui est la réplique française de l'école de Bernie Sanders qui s'appelle le Brand New Congress et qui a révélé Alexandria Ocasio-Cortez, l'école de l'engagement qui recrute d'ailleurs sa 3e promotion, qui est une école transpartisane de gauche. Donc, il y a des gens LFI, des gens écolos. Il y a Mamadou Traoré qui était sur la liste de Louis Boyard, par exemple. Il y a aussi des socialistes, Noah Tefrit. Il y a eu des écologistes, Diarra Camara qui était sur la liste de Marie Toussaint aux élections européennes. C'est une école qui est gratuite. Hein. Gratuite. On rembourse les billets de train, on rembourse les hôtels pour les déplacements qui ont lieu en vérité dans différentes villes à chaque fois. C'est des cours du soir en visio et en week-end en présentiel. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire éclore une nouvelle avant-garde de femmes et d'hommes qui viennent des milieux populaires et qui ont beaucoup plus de talent en vérité que toutes les personnes autorisées qu'on entend sur les plateaux télé. Et cette idée, elle nous est venue au moment du mouvement des Gilets jaunes, où je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui parlaient bien mieux que moi, qui était bien plus... il y a un talent, en fait, totalement occulté dans notre pays. Et je crois qu'il faut aujourd'hui cette ressource puisse prendre son éclosion et il faut impérativement que ces profils puissent grandir en politique. Et alors, justement, ce que vous avez dit aussi avant par rapport aux classes populaires, c'est que quand vous les écoutez sur les ronds-points, elles ne vont pas particulièrement parler d'immigration, etc. Donc, je me permets, c'est un article qui remonte un petit peu, c'était dans Le Point en 2022, mais je vais vous citer qu'une de vos citations, mais vous en avez fait plusieurs un petit peu du genre, dont l'une qui dit « Il ne faut pas renoncer à traiter les sujets d'insécurité culturelle et d'immigration ». Et en fait, qu'est-ce que vous voulez dire en reprenant ces angles de la droite qui sont déjà surmédiatisés, puisque justement, ça ne parle pas spécifiquement aux classes populaires? Non, je pense simplement que la question de l'immigration, elle n'est pas centrale. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens qui attendaient de moi que je dise cela. C'est-à-dire que j'ai été interviewé 3-4 fois par Le Point ou l'Express, où ils voulaient me faire dire, mais en fait, il faut qu'on fasse comme les Danois ou Sarah Wagenknecht en Allemagne. Et il faut absolument dire qu'il faut restreindre totalement l'immigration, etc. Bon, ça n'a jamais été ma ligne, parce que je ne pense pas que ce soit ça qui nous bloque. Il faut régulariser tout le monde? Moi, je suis pour la régularisation de tous les sans-papiers qui travaillent. Et ceux qui ne travaillent pas? Et ceux qui sont, ceux qui sont dangereux, par exemple, il y en a quelques-uns. Il y en a juste ceux qui ne travaillent pas, mais... Ceux qui ne travaillent pas et qui sont réfugiés, il faut évidemment les régulariser. Et ceux qui ne travaillent pas, qui sont dans un processus pour travailler, il faut également les régulariser. Puis après, les étrangers malades, moi je suis pour une politique tout à fait généreuse sur la question de l'immigration. Je ne pense pas que ce soit... que si on n'est pas régularisé, on ne peut pas travailler. C'est bien plus difficile. En réalité, aujourd'hui, on crée une exclusion massive aujourd'hui. Une exclusion massive. Et là, avec la circulaire Retailleau, il va falloir avoir attendu 7 ans avant de pouvoir être régularisé, avoir travaillé illégalement en plus pour pouvoir être régularisé. Moi, je crois que sur l'immigration, en revanche, il faut dire ce qu'on pense. Moi, j'ai organisé une réunion dans ma circonscription, dans un village qui a voté à 70% RN sur l'immigration. Eh bien, à la fin de la réunion, tout le monde était d'accord avec moi, avec ce que je portais. Et les gens arrivaient avec leurs opinions, ce qu'ils pensaient de l'immigration. Et le problème, c'est que je crois que nous avons perdu la bataille culturelle, parce qu'on ne la mène pas. Moi, je crois qu'on doit dire ce que l'immigration apporte à la France. On doit dire aussi ce qu'on attend de tous les gens qu'on accueille. On doit dire aussi ce qu'on veut leur proposer. Et je crois que tout cela, on ne l'a pas fait. Donc oui, la gauche ne doit pas renoncer à parler d'immigration et en parler de manière tout à fait ouverte et totalement décomplexée. Oui, et en même temps, on avait envie de vous faire revenir sur une séquence. On la regarde ensemble et puis on vous interroge ensuite. On la regarde bientôt. Pour cet accord, est-ce que c'est les retraites? Est-ce que c'est le retour de l'ISF? Est-ce que c'est la présence de Bruno Retailleau au gouvernement, d'une loi immigration? Un certain nombre de lignes rouges ont déjà été données par Olivier Faure, comme le refus de toute nouvelle loi immigration. On n'en a pas besoin. Une loi qu'on vient d'adopter il y a 1 an, difficilement,
elle n'est déjà pas appliquée. Regardez le nombre d'obligations qui étaient territoire français qui ne sont pas exécutées. Appliquons la loi existante avant de faire une nouvelle loi. Alors justement, par rapport à ce magnéto-là, on voulait vous faire réagir. Alors d'abord, sur le fait, vous dites on n'a pas besoin d'une nouvelle loi. Est-ce que ça veut dire que cette loi immigration, pas que vous la portez dans votre cœur évidemment, mais est-ce qu'elle était bénéfique d'une certaine façon? Et puis ensuite, j'ai une autre question sur les OQTF, mais peut-être répondez d'abord à celle-là. Non, cette loi immigration a été catastrophique. Je dis simplement que là, on ne va pas refaire, même pour celui qui pense absolument qu'il faut restreindre, on ne va pas refaire une nouvelle loi alors qu'on vient d'avoir une loi. Mais évidemment que c'est une mauvaise loi. Et c'est un sujet que je connais particulièrement parce que moi j'étais magistrat en droit des étrangers. J'étais rapporteur public au tribunal administratif de Montreuil et j'étais dans une chambre qui ne faisait que des OQTF. Je connais ce sujet par cœur et je peux vous dire à quel point aujourd'hui il faut totalement refondre le droit des étrangers, qui est un droit d'exclusion des gens, qui crée en vérité des gens qui sont pas régularisables, qui ne sont pas expulsables non plus pour plein de raisons, et en tout cas pas expulsés, parce que quand vous avez 130 000 OQTF par an, 4 gendarmes ou policiers par personne pour le rassembler chez lui, il faudrait qu'on recrute des millions de fonctionnaires pour exécuter les OQTF. Donc on est dans un système où on crée beaucoup de frustration, des gens qui sont chez nous, qui travaillent, qui sont intégrés, qui ont des familles et qui n'ont pas le droit, qui sont ségrégés. Et dans le même temps, il y a des gens effectivement dangereux, ça existe, toujours un pourcentage, minime évidemment, que là, on ne renvoie pas chez eux, parce que c'est le cas, toute l'exploitation qui est faite par Retailleau, y compris le drame que nous avons vécu à Mulhouse, quelqu'un de dangereux, et Retailleau aurait pu le renvoyer. Il aurait pu en tout cas le surveiller, il aurait pu en tout cas éviter ce drame. Et on dit c'est la faute, en vérité, si on doit avoir une politique d'immigration, une politique d'expulsion, elle doit viser les gens qui sont dangereux pour notre sécurité nationale. Elle ne doit pas viser des pauvres gens qui se trouvent pris dans les mailles du filet, qui ont eu le tort d'aller à la préfecture le mauvais jour ou de traîner à un mauvais endroit, de se faire contrôler, et qui sont des gens qui travaillent, qui sont dans les chantiers, qui sont dans les restaurants. Et beaucoup qui ne travaillent pas. Justement, vous parliez des mères célibataires, par exemple, qui peuvent se retrouver aussi en difficulté, qui n'ont pas de papier, qui ont une OQTF, qui doivent s'occuper de leur enfant. Moi aussi, c'est un sujet que je connais pas mal. Et donc, effectivement, là, par exemple, c'est quelqu'un qui peut être expulsé parce qu'elle ne peut pas travailler. Oui, c'est l'erreur de la réforme. Il y a beaucoup de cas comme ça. Oui, il y a plein de cas différents, évidemment. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on ait à la fois une politique d'accès à la nationalité française importante. Il faut qu'on ait une politique de régularisation et d'intégration, en vérité. Et on en a besoin de cette manœuvre. Regardez ce qu'a fait Mélanie quand elle est arrivée au pouvoir. La chose qu'elle a faite, en vérité, c'est de régulariser 250 000 personnes, malgré ses opinions fascistes. Voilà. Donc, il faut qu'on ait ça en tête. Et moi, je crois qu'il faut mener, c'est le sens de ma déclaration, c'est qu'il faut mener le combat sur le sujet et ne pas hésiter à en parler. Peut-être une toute dernière question oui, alors juste, je vais plutôt rebondir sur celle-là plutôt que d'aller sur les OQTF où un peu vous avez déjà répondu. Mais est-ce que si votre ligne l'emporte, imaginons en tout cas votre contribution au congrès du Parti socialiste, est-ce que le Parti socialiste s'engagera pour la régularisation massive de tous les sans-papiers? Parce qu'aujourd'hui, dans le programme, c'est pas vraiment le cas. C'est une régularisation de certains cas, de certains profils. De toute façon, vous ne pouvez pas régulariser tout le monde à partir du moment où vous avez un droit au séjour. C'est qu'un droit au séjour fixe qui a le droit de rester, qui n'a pas le droit de rester. Donc il faudra, en tout cas moi je pense, régulariser les gens qui travaillent et arrêter avec ces histoires de métiers en tension, qui est quand même un sujet scandaleux. Si le marché, pardonnez-moi d'être libéral, bon je parle, pense que, si vous trouvez quelqu'un qui vous donne du travail, c'est que vous avez votre place en France, parce que vous avez un travail pour vous, et donc une intégration possible. Et donc arrêtons avec ces dingueries où vous avez des fonctionnaires qui sont dans des bureaux, qui vérifient que c'est en tension ou pas en tension. Attention, mais alors là c'est aide à domicile, alors c'est en tension dans tel département, c'est pas tension dans tel autre. Enfin, tout ça est kafkaïen. Donc il faut supprimer ce système-là. Je suis en France, je travaille, j'ai le droit d'être régularisé. Et ensuite, il y a... Vraiment le travail, quoi. Non, mais en tout cas, pour beaucoup de gens, je pense que c'est important, parce que la plupart travaillent. C'est pour ça que je dis ça aussi, parce qu'il faut battre en brèche l'idée que les gens ne travaillent pas. Ils travaillent tous les dossiers que j'ai eus quand j'étais au tribunal administratif, tous travaillaient. Tous avaient des fiches de paie. C'était rarissime que ceux qu'on expulsait ne travaillaient pas. Ça n'existait pas, en vérité. Et d'ailleurs, la cas de la mère célibataire, de fait, elle n'est jamais expulsée parce qu'elle est chez elle et que... Elle ne travaille pas forcément de façon, justement, officielle. Voilà, et puis, en tout cas, moi, c'est pour ça que je le dis aussi, régulariser les étrangers qui travaillent, c'est régulariser beaucoup d'étrangers qui sont sur notre sol. C'est pour ça qu'il faut le rappeler. Personne ne vient en France pour chasser les allocations sociales. Il n'y a pas une seule étude qui prouve ce fait. Donc on vient en France pour tout un tas de raisons, on vient en Europe pour tout un tas de raisons. Moi, je crois qu'il faut évidemment régulariser. Il faut le dire, on veut régulariser les gens qui sont intégrés, qui travaillent.
Et c'est probablement les régularisants qu'on leur permettra de travailler. Mais Exactement. on a compris votre réponse. Merci beaucoup, en tout Merci cas, à vous. Philippe Brun, d'avoir fait preuve de tant d'humour, notamment pendant la Ah bon, chronique j'étais de pas si PA. pas drôle que ça. alors. En tout cas, vous pouvez prendre votre chapeau et on se retrouve Ah oui, à la il est trop prochaine petit pour ma tête. fête de l'UMA. Quand vous serez chaud, vous avez dit tout à l'heure, vous beaucoup. perdrez vos cheveux. Du coup, Loumi, Anthony, merci. Merci. Ben, vous pouvez quitter le plateau et on vous lâche à l'heure. Il est 21h16, Philippe Brun. 17, allez. 17, On va allez. déborder un peu. Merci beaucoup à tous les trois. Oui, Allez-y, on vous en prie. allez-y. Merci encore d'avoir répondu à nos questions.